chers étudiants, dans cette séquence introductive à la chimie en solution, nous allons premièrement faire des rappels de quelques notions et grandeurs essentielles. Deuxièmement, nous allons parler des caractéristiques importantes de l'eau qui est notre principal solvant. La chimie en solution. Il s'agit en fait de réactions chimiques qui ont lieu dans une solution liquide. Une solution, c'est un mélange d'une substance ou plusieurs substances, et cette substance peut être soit un solide, soit un liquide ou un gaz, et qui est appelé soluté ou électrolyte, avec un liquide appelé solvant. Le solvant pour le programme de cette année est l'eau. Nous parlerons alors de chimie en solution aqueuse. Et nous allons nous arrêter avec ce solvant avec beaucoup plus de détails. Prenons l'exemple d'une solution de celle de cuisine. C'est-à-dire, mettons une quantité de sel, NaCl, dans de l'eau. Après agitation, nous allons obtenir une solution de NaCl. Une solution est caractérisée par un certain nombre de grandeurs, dont les plus importantes pour nous, c'est la masse volumique. La masse volumique, ρ, c'est une grandeur que vous avez déjà vue au baccalauréat. Il est donné par la masse divisé par le volume. Il s'exprime en grammes par litre. La deuxième grandeur, c'est la densité. La densité, c'est le rapport de la masse volumique de la solution par rapport à la masse volumique de l'eau, qui est l'étalon, qui est la référence. La masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre, comme vous le savez. Alors qu'un électrolyte ou un soluté, il est caractérisé par, tout d'abord, la quantité de matière, ou si vous voulez, le nombre de moles. Quantité de matière qui est donnée par la masse de votre substance mise dans l'eau divisée par la masse molaire, et il s'exprime en mol. La deuxième, c'est la molarité, et il exprime le nombre de moles par litre de solution. Donc, la molarité, c'est le nombre de moles de votre électrolyte divisé par le volume de la solution. La troisième, c'est la concentration massique, qui est généralement exprimée en grammes par litre. C'est tout simplement la masse de votre substance mise en solution dans l'eau divisée par le volume de votre solution. Parmi les notions que vous avez déjà vues au baccalauréat, on trouve la notion des acides et des bases, si vous voulez, de la réaction acido-basique. Alors, qu'est-ce qu'un acide et une base, et qu'est-ce que ça veut dire une réaction acido-basique? Les acides et les bases sont tout simplement des molécules qui sont sensibles vis-à-vis de l'ion hydronium, H3O+. C'est-à-dire que ce sont des substances qui réagissent en présence de l'ion hydronium H3O+, que nous allons noter par souci de simplicité H+. Et les réactions acido-basiques sont donc des réactions où la particule est changée et l'ion hydronium H3O+. Alors, ce que nous allons traiter relève de la chimie en solution, et le solvant au sein duquel auront lieu les réactions et l'eau. Alors il faut savoir que la molécule d'eau, H2O, c'est une molécule qui est composée de deux éléments chimiques, l'hydrogène et l'oxygène. Cette molécule renferme un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène étant directement lié à l'atome d'oxygène, de sorte que la molécule contient 2 liaisons oxygène-hydrogène, et l'angle entre ces 2 liaisons est de 104,5 degrés. Donc
c'est une molécule qui est composée de deux liaisons oxygène-hydrogène. Si nous considérons un litre d'eau, eh bien un litre d'eau, il pèse une masse de 1000 grammes. La masse, c'est la masse volumique ρ, qui est de 1 gramme par millilitre, multiplié par le volume, qui est de 1000 millilitres, donc on aura 1000 grammes. Et donc, un litre d'eau, il renferme 55,5 moles. Donc, il faut toujours avoir en tête que le fait d'avoir un litre de solution, d'eau pure, ça veut dire que vous avez une masse de 1000 grammes et 55,5 moles. Donc, si vous voulez avoir une idée sur le nombre de molécules que nous avons, c'est 55,5 multiplié par le nombre d'Avogadro qui est de l'ordre de 6,02 10 puissance 23 molécules, et donc c'est tout un univers, c'est un nombre qui est très grand. L'eau, c'est une molécule qui est polaire et il possède un moment dipolaire qui est de l'ordre de 1,85 dBi. Le fait de posséder un moment dipolaire, il va faire de cette molécule une molécule qui est soumise à des interactions. Parmi ces interactions-là, nous avons donc la liaison hydrogène. La liaison hydrogène, c'est une interaction qui se produit entre un atome, l'atome d'oxygène, si on parle de la molécule d'eau, ou un atome électronégatif comme l'azote ou le fluor, s'il appartient à une molécule qui est mise en solution dans l'eau. Et donc, cette interaction, il relie, si vous voulez, ces atomes à l'atome d'hydrogène qui fait partie de la molécule. Donc, ces liaisons hydrogènes, ils sont énergétiques et leur énergie elle est de l'ordre de 20 kJ par mol. Si nous regardons par exemple le groupe de l'oxygène qui est composé de l'oxygène, le soufre, le sélénium, le tellure, et si nous regardons les molécules H2X, nous allons voir une certaine anomalie de la température d'ébullition de l'eau à cause de ces interactions dites interactions hydrogènes. Regardons l'élément tellure, qui appartient à la 4e période du tableau périodique. Il a une température d'ébullition. Et nous remarquons que quand on passe de tellure au sélénium et au soufre, cette température, il diminue. Il y a une tendance, donc on s'attend à ce que la température d'ébullition de l'eau soit de l'ordre de moins 70 degrés Celsius, alors que non. Là, on a un saut et la température d'ébullition de l'eau, il est de l'ordre de 100 degrés Celsius. C'est une anomalie qui est due justement à ces interactions hydrogènes. Quand on parle de l'eau, eh bien, il faut savoir que une eau, même aussi pure soit-elle, elle conduit légèrement le courant électrique. Cette conductivité a été mesurée dans les années 1894 par Colruyt, qui a trouvé une conductivité de l'ordre de 5,5 10 puissance moins 6 Siemens par mètre. Donc, cette conductivité résulte de ce que nous appelons l'auto-ionisation de l'eau. Et il s'agit là d'un équilibre chimique vrai. Autrement dit, on ne peut jamais enlever ces ions de l'eau. Même si on imagine à un instant donné qu'on n'a que des molécules d'eau, eh bien, d'elles-mêmes, ils vont s'ioniser et l'équilibre, il s'établira. Le produit ionique de l'eau. Lorsque cet équilibre est établi, puisque c'est un équilibre chimique vrai, eh bien, il est caractérisé par une constante. Et cette constante, c'est le produit des concentrations des ions H3O+, et OH-. C'est pour cela que cette constante-là est appelée le produit ionique de l'eau. Et elle ne dépend que
de la température, à 25 degrés Celsius, cette constante il est égale à 10 puissance moins 14. Si vous voulez avoir une idée sur la variation de cette constante en fonction de la température, eh bien, à 25 degrés C, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 14. À une température de 40 degrés Celsius, elle est de l'ordre de 2,95 10 puissance moins 14. Et à 100 degrés, il est de l'ordre de 5,5 10 puissance moins 14. Donc cette constante, elle varie. Il faut retenir le fait que cette constante varie en fonction de la température et que à la température ambiante, il est de l'ordre de 10 puissance moins 14. Quand on a une solution, il faut toujours avoir en tête ce principe qui est un principe fondamental qui est l'électroneutralité. L'électroneutralité, il veut dire tout simplement que pour une solution donnée, la charge totale est nulle. Alors la charge totale est nulle, ça veut dire que la charge de tous les ions positifs qui portent une charge électrique positive, il est égal à la charge totale de tous les ions qui portent des charges négatives. Ce que on peut écrire sous cette forme mathématique, c'est-à-dire il faut considérer tous les cations et multiplier bien sûr la concentration de chaque cation avec le coefficient de la charge qu'il porte. Quand on fait la somme, on doit trouver que c'est égal exactement à la même somme faite pour les anions. Donc prenons le cas par exemple d'un mélange de HCl, NaCl, H2SO4 dans l'eau. Eh bien HCl il va nous donner H plus Cl-, NaCl il va nous donner Na plus Cl-, et H2SO4 il peut nous donner par exemple 2H plus et un groupement SO4 2-. Et donc traduire l'électroneutralité de la solution, c'est le fait d'écrire que la concentration de Na+, plus la concentration de H+, parce que ce sont les deux seuls ions qui sont chargés positivement, et bien cette somme doit être égale à la concentration de Cl-, plus la concentration de OH-, plus 2 fois la concentration de SO4 2-. Le coefficient 2, c'est parce que chaque ion SO4 2-, il porte 2 charges négatives. Et donc là, nous parlons de la charge électrique. Il faut donc multiplier par un coefficient 2. Alors, pour l'eau pure à une température de 25 degrés C, nous avons dit que d'un côté, le produit ionique, cette constante, il est égal à la concentration des ions hydronium, H3 ou plus, ou si vous voulez H+, multiplié par la concentration de OH-, et nous avons dit qu'à 25 degrés C, il est de l'ordre de 10 puissance moins 14. D'un autre côté, si nous traduisons l'électroneutralité, on peut écrire que la concentration de H+ est égale à la concentration de OH-. Alors, puisque les deux concentrations sont égales, et que le produit est égal à 10 puissance moins 14, donc nous pouvons dire que pour l'eau pure, à une température de 25 degrés C, la concentration de H+, elle est égale à la concentration de OH-, elle est égale à 10 puissance moins 7.